Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver après cette longue pause estivale. J'espère que vous allez bien, je vais regarder le traditionnel panneau des questions et j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez mon écran? C'est parfait. Bonjour Philippe. Bonjour Angèle, comment vas-tu? Donc vous le savez, hein, pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, il y a un panneau dans le comment on appelle ça? Bon, vous avez un petit écran de configuration par rapport à ce webinaire qui s'ouvre, qui s'affiche quelque part sur votre écran, et là-dedans vous avez un panneau de questions. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour Raphaël, bonjour Kevin, bonjour Jean-Claude. Je vois que plein de personnes sont en train d'arriver, étaient très légèrement en retard comme moi. Salut Thierry. Donc nous allons commencer et puis je reviendrai régulièrement voir si vous avez des questions. Mais d'abord, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées suite à l'envoi de ma newsletter. Donc ici sous l'écran, c'est important parce que sur ma chaîne YouTube, alors on va aller regarder ça quelques instants, on va prendre le temps d'aller regarder ici vidéo sur ma chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de la newsletter? Vidéo. Vous voyez, ici par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment utiliser les pro screeners que j'offre avec les formations Ishimoku et chandelier japonais. Ici, j'ai fait une démonstration de scalping. De temps à autre, je ne fais pas que les revues de marché. Ça m'arrive de faire des vidéos avec un autre sujet que la revue de marché. Et c'est aussi via la newsletter que je vous informe des différents webinaires ou des différentes choses que je mets en place, comme par exemple comment obtenir ces pro-screeners si vous aviez déjà acheté les formations précédemment pour que je vous les offre. Et bien évidemment, c'est via ce média que j'envoie aussi le lien pour s'inscrire aux différents webinaires et notamment à ces revues de marché en direct du mardi. Et malgré tout, je reçois des emails en me disant comment ça se fait, je suis pas au courant qu'il y avait un webinaire. Il paraît que j'ai vu dans une vidéo, tu offrirais les pro-screeners. Donc, d'où l'intérêt de s'inscrire ici sur la newsletter. Mais il y a parmi vous des personnes qui se sont inscrites à la newsletter et qui croient que c'est fini. Mais avec la CNIL, vous savez, il y a des lois nouvelles qui impose que lorsque vous inscrivez sur une newsletter, vous recevez un mail automatique qui vous demande de confirmer votre inscription sur la newsletter. Et tant que vous ne confirmez pas l'inscription sur la newsletter, vous ne la recevez pas et moi je ne peux pas vous inscrire d'office. C'est justement à cela que ça sert, c'est pour éviter les abus, le spam, bien qu'il y en ait malgré tout encore et qu'il y a des gens qui détournent ce genre d'outils, de façon à ce que les gens ne vous inscrivent pas à des newsletters à votre insu. Il faut la confirmer et je vois dans la liste des personnes qui se sont inscrites mais qui ne l'ont pas confirmé, il y a beaucoup de personnes. Donc pensez, une fois que vous êtes inscrit à la newsletter, à bien confirmer via le lien que vous recevez par mail. Alors, avant de commencer, voici un avertissement sur les risques. Il est important de lire, encore plus maintenant. Avec les nouvelles lois ESMA, nous avons des gentilles personnes qui essaient de nous protéger de tout. Vous voyez, la CNIL, l'ESMA, le ceci, le cela. Donc, il est important de bien comprendre et de bien lire que le trading sur devises, CFD, actions, j'ai rajouté moi parce que ils essayent de faire croire que ce ne serait que les devises et les CFD, mais les actions, les futurs, tout type de trading comporte un haut niveau de risque. Et de ce fait, il est possible de gagner ou perdre plusieurs fois le montant de son capital. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut pas être recommandé à tout investisseur. Je dirais qu'il ne faut pas confondre le trading avec le casino. C'est un petit peu de cela dont il faudrait nous protéger, mais c'est difficile de nous protéger contre nous-mêmes. Le trading, c'est quelque chose de sérieux. Il faut respecter ce que l'on appelle un strict et rigoureux money management, qui fait qu'à la longue, on devrait ne pas perdre d'argent. Évidemment, si on joue du levier ou si on trade comme on va au casino ou comme on gratte des tickets de tac au tac, évidemment, là, il y a peu de chances de réussir. Donc je pense que ce qui devait être dit a été dit sur les risques que comporte le trading. Je vous le laisse encore quelques instants, je suis obligé de le faire, lisez-le bien.
Voilà, tout le monde l'a bien lu. Ici, vous pouvez aussi lire tous les témoignages sur mes formations. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver et que je vais aller saluer après, parce que je vois que vous arrivez au fur et à mesure, je vous rappelle que je suis super content de vous retrouver. Donc, via cette fameuse newsletter que j'évoquais au début de ce webinaire, je vous ai invité hier à m'envoyer des emails. Vous connaissez, hein, il suffit d'aller, je vous le remontre, soit vous connaissez mon email, soit vous ne le connaissez pas. Vous allez ici sur Contact. Et puis ici, bon, faut recliquer sur Contact et là, vous pouvez m'envoyer des emails. Donc, via ce formulaire de contact, je vous invitais, si vous le souhaitiez, à me demander des analyses ou des plans de trading ou réviser ce que vous imaginez comme plan de trading. J'en ai reçu quelques-uns et c'est ce que je vais donc faire en priorité. Je voulais aussi vous rappeler que lors de ces webinaires, parce que je sais qu'il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui et que je salue d'ailleurs, dans ces webinaires, non seulement je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, et je ne vous enseigne pas non plus l'utilisation de l'Ishimoku, quoique. Il faut déjà avoir compris comment utiliser l'Ishimoku pour bien suivre et bien comprendre ces revues de marché et éventuellement, si vous ne comprenez pas encore ce que je raconte sur l'Ishimoku, parce que je vais très vite sans expliquer pourquoi certaines choses, ça peut vous donner envie d'en savoir plus. Et à ce moment-là, je vous remontre une nouvelle fois mon site blog où vous avez ici dans le menu vertical, là où je fais des petits ronds avec ma souris, vous avez toute une série de tutos 100% gratuits. Vous avez, comme je vous l'ai montré au début ici, ma chaîne YouTube avec une multitude de vidéos. Vous avez ici dans le blog plein, des centaines d'articles écrits depuis 2012 qui, à eux seuls, pour les personnes les plus patientes qui les lisent, serviraient de formation totalement gratuite. Et vous avez bien entendu le forum qui est très important. Là, je l'ai déjà ouvert sur une autre page, donc je vous le glisse. Le forum où nous partageons avec beaucoup de membres très actifs sur le forum, de plus en plus actifs, même s'il y a eu un petit ralentissement forcément pendant ce mois estival. Donc déjà, avec toutes ces ressources, vous avez vraiment de quoi faire. Évidemment, si vous voulez aller plus vite et aller direct à l'essentiel, vous pouvez bien entendu aussi acheter mes formations. Et si vous avez des doutes sur leur qualité, ce qui est tout à fait légitime dans le monde du trading, n'hésitez pas à aller lire les témoignages ici, qui sont tous bien sûr 100% réels, et que je ne modère pas, c'est-à-dire qu'ils sont publiés immédiatement sans même que je sois averti. Donc nous allons commencer par l'euro USD, parce que nous avons deux Alain qui me posent des questions sur l'euro USD, ainsi que Nadège. Alors Nadège me demande une analyse de l'euro USD et Alain, les deux Alain ont, j'essaie de regarder, swing reprise, voilà. Les deux autres personnes, les deux Alain, voilà c'est ça, je regarde, j'ai acheté en bas du range tracé, ont des questions précises sur quelque chose qu'ils ont déjà fait ou qu'ils envisagent. Donc je vais commencer par une analyse globale. Bonjour Slimane, bonjour Marc, Brigitte, Catherine, Roberto, Yves, Yann, Sylvie, Thierry, Raphaël et tous les autres. Pour moi aussi, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. On peut me tutoyer aussi, Slimane, si tu veux. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Tutoyons-nous. Alors, l'euro USD, je vais effacer tout ça, mais par contre, je vais garder... Alors, je vais effacer ici aussi. Alors, normalement, pour les plus anciens d'entre vous qui avaient l'habitude de suivre mes revues de marché depuis quelques années maintenant ou de me suivre sur Twitter, d'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, hein, @cipressa, et je communique aussi pas mal sur Twitter au niveau des analyses, etc. Bon, sur Twitter, je m'amuse aussi à dire des bêtises, c'est différent. Comme le trading, c'est aussi de la politique et de l'économie, je me fais plaisir avec ça de temps à autre. Donc l'euro USD. Nous sommes ici sur, j'affiche là un graphique hebdomadaire, unité de temps weekly. Et pendant très longtemps, pendant pratiquement 1 an et demi, mais même surtout ces derniers mois, je vous ai sans cesse parlé de ce rectangle jaune ici qui représente une dérive latérale, autrement dit un range, voyez-vous, dans lequel les prix ont été enfermés pendant plus de 2 ans. Quand ils y sont rentrés en force ici suite au quantitative easing mis en place par Mario Draghi de la Banque Centrale Européenne. Ils y sont entrés un 19 janvier 2015 pour en sortir un 17 juillet 2017. Donc plus de 2 ans, c'est-à-dire 2 ans et demi à l'intérieur de cette dérive latérale.
Vous savez qu'avec Ishimoku, c'est très facile de repérer si le marché est en dérive latérale ou en tendance. Il suffit de regarder le nuage. S'il est réorienté, nous sommes en phase tendancielle. S'il ne l'est pas et qu'il twiste sans arrêt, nous sommes dans une phase de dérive latérale, de range. J'avais aussi dit que lorsque les prix sortiraient de cette dérive latérale, qui durait depuis 2 ans, ce ne serait certainement pas pour faire de la figuration, et qu'on atteindrait probablement les 1,20, c'était des seuils Ishimoku, voilà, que je matérialise ici, je ne sais pas bien si on voit le curseur de ma souris, et puis ensuite les 1,25, c'est-à-dire ici, hein, une autre extension de SSB, mais enfin tout cela est beaucoup plus visible encore sur le mensuel. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai dit, lorsque l'on casse une dérive latérale de cette taille, de cette importance, c'est très rare que les prix ne reviennent pas la tester. Donc bon, à la fois, quand on a parlé de la sortie ici, les gens nous parlaient de la parité, hein, puisqu'il y a des gens qui sont obsédés par le fait que l'euro va un jour faire 1 euro pour 1 dollar, donc ils ne voyaient que la parité. Et lorsque nous étions tout en haut ici, évidemment, les gens avaient oublié cette parité, nous indiquaient que certains analystes nous indiquaient qu'on allait retourner voir les 1,40, sans tenir compte du fait qu'il fallait venir retester cette dérive latérale. La situation en Turquie avec la livre turque a précipité, à mon avis, le fait que les prix reviennent tester cette dérive latérale, puisque vous voyez, nous avions une série de mèches ici, de chandeliers clairement de retournement, hein, sur le bas de ce range, puisque ici, il était aussi possible de tracer une autre dérive latérale, hein, toujours en tenant compte du fait que la SSB qui se trouve ici représente approximativement, très souvent 50% de la hauteur du rectangle. Et ici, vous voyez qu'on avait une série de chandeliers de retournement qui annonçaient la forte probabilité pour que les prix repartent à minima à faire une rotation partielle au niveau de cette SSB centrale, voire tester le haut du rectangle qui est ici. Mais moi, je n'y croyais pas parce que y a des récurrences en trading, indépendamment de l'Ishimoku ou de quoi que ce soit, et je n'ai cessé d'insister sur le fait que peut-être, puisqu'il n'y a pas de certitude en trading, il n'y a que des probabilités, que peut-être que les prix allaient à partir de ces chandeliers de retournement. Techniquement, c'était explicite, il y avait signaux de retournement à partir de cette borne basse, mais que selon moi, la probabilité, pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment, que les prix viennent retester la borne haute de ce rectangle me paraissait vraiment forte. Et c'est ce qui s'est passé, peut-être avec un coup de chance, c'est-à-dire la livre turque. Vous vous souvenez, moi, la semaine dernière, puisque j'indique tous mes trades en temps réel, je suis entré ici, j'ai perdu le trade, hein, je voulais repartir à la hausse, parce que ce plan de trading, je l'attendais depuis très longtemps pour repartir, s'appuyer ici à la hausse, pour repartir chercher les 1,20, les 1,25, etc. J'ai négligé mon obsession, là pour le coup j'en ai eu une, mon biais psychologique ont fait que je n'ai pas tenu compte de la livre turque, je n'ai tenu compte que de la situation technique et encore, et donc je suis entré même sans attendre la clôture de ce chandelier, enfin bref, j'ai eu tout faux, j'ai perdu le trade, c'est normal, il n'y a rien à dire. Donc maintenant que l'on a compris ce qui s'est passé, parce que c'est important de le comprendre, peu de gens en parlent finalement de cette borne haute, de cette dérive latérale. Si vous regardez les analyses sur Twitter ou autres, cela m'étonne, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui nous parlent de bon. Ça, c'était vraiment une zone importante. Donc maintenant, la situation, la question est qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que finalement les prix vont repartir à la baisse ou est-ce qu'ils vont repartir à la hausse, étant donné qu'il semblerait que la tempête liée à la Turquie, à la livre turque, soit en train de se calmer. Mais bon, on a Jackson Hole ce week-end. Bon, vous savez aussi que par rapport à la Turquie et à la livre, ce n'est pas qu'une question d'économie, même si la livre ne fait que dégringoler depuis maintenant 2 ans, elle continue sa dégringolade, ça va juste un petit peu plus fort en ce moment, donc on se pose des questions sur la résistance bancaire et sur toute l'exposition bancaire européenne par rapport à la livre turque, qui n'est pas si importante que ça si j'ai bien compris. Ça ne devrait pas être dramatique pour l'économie européenne, on va dire, hein, pas pour les Turcs, ça c'est une autre histoire. Mais nous avons derrière aussi un bras de fer entre Erdogan, deux personnalités fortes de la politique mondiale, et Trump concernant un pasteur. Et donc il joue de la monnaie pour faire pression et des taux d'intérêt pour faire pression, l'un pour libérer le pasteur et l'autre pour dire tu n'as pas à t'ingérer dans ma politique et dans la justice turque. Donc lorsque Trump et Erdogan se livrent à ce genre de petite guéguerre,
l'analyse technique ne fait pas le poids. Donc, je continue à penser qu'il faut rester extrêmement prudent maintenant concernant l'euro USD. Et là, franchement, quand je vois ce graphique, je suis à peu près incapable de vous dire si les prix, comme le pensent la plupart des analystes, je ne partage pas cette opinion, mais mon biais personnel n'a pas d'intérêt aucun dans le cadre du trading. Ce qu'il faut, c'est regarder ce qui se passe fondamentalement et l'analyse technique. La plupart des analystes perçoivent ici un repli, et ils n'ont pas tort, hein, suite à ces trois chandeliers baissiers. Vous voyez, ça dégringole quand même de 1,17 jusqu'à pratiquement 1,12, c'est énorme, là, suite à la situation turque. Et là, les prix semblent vouloir retracer. Vous voyez, ils s'appuient sur la Tenkan-sen qui est ici, qui à mon avis doit être la Kijun-sen sur le daily, c'est ce qu'on va aller voir. Et donc la plupart des analystes voient aussi quelque chose qui ressemble à cela. Mince, excusez-moi, j'ai doublé ce rectangle sans le vouloir. Ce que je voulais faire, c'était ça. Donc les analystes voient quelque chose qui ressemble à cela et ils pensent qu'ici les prix sont juste en train de se replier de ce qui est vrai d'ailleurs, c'est même pas qu'ils le pensent, les prix sont en train de se replier de 50%, c'est-à-dire 50% de retracement de Fibonacci par rapport à toute cette baisse pour certainement revenir chercher les 1,11, les 1,12 et ce seuil que j'avais indiqué moi-même, cette extension de SSB ici à 1,12,20 qui est vraiment une cible, si leur scénario est bon, de vente, qui est à mon avis une très bonne cible. Bon, moi, malgré le fait que j'essaye de me soigner par rapport à ça, hein, tout au long de ma petite carrière de trader particulier, je gère bien mes émotions et mon money management, mais parfois il m'arrive encore d'avoir des biais. Et c'est assez rare, mais là, je reste avec un biais haussier. Bon, voilà, ça n'engage que moi. Je pense que l'accélération que nous avons eue ici, au-delà de la borne basse ici, est liée à la situation en Turquie. Mais maintenant que les prix, par rapport à ce que je vous ai montré au début de cette analyse, ont tapé cette borne basse, je les verrai bien repartir à la hausse sur les 1,20, etc. Tout va dépendre évidemment de la situation en Turquie, puisque à tout moment, ça peut créer des tensions qui vont avoir une incidence sur le marché boursier. Donc, nous allons matérialiser, pour pas qu'elle nous gêne visuellement, notre borne basse de range ici avec une droite. Et puis maintenant, donc voilà pour l'analyse globale. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, ça pourrait être peut-être plus intéressant et au-delà de nos biais, ça pourrait être certainement le meilleur plan de trading. Encore une fois, les récurrences, les choses que l'expérience permette de savoir, hein, tel que je viens de vous le démontrer ici. Je savais que la probabilité pour que les prix reviennent tester ce seuil était important après l'avoir cassé. Il y a une autre récurrence, c'est que après de telles accélérations comme celles que nous avons vécues ce dernier mois, il y a très souvent, les prix non seulement ils rebondissent comme on le voit ici, mais très souvent ils rentrent en consolidation latérale. Autrement dit, une fois de plus en range. Sur les unités de temps inférieures, c'est ce que nous allons essayer de détecter et c'est la sortie de cette consolidation latérale qui va nous permettre de savoir avec plus de précision s'il est probable que les prix repartent à la hausse à la conquête des 1,20 et des 1,25 ou au contraire à la baisse, à la conquête d'abord des 1,12 et puis ensuite on verra pour les cibles suivantes. Donc on jette d'abord quand même rapidement un œil sur le graphique journalier. Et hier, vous savez qu'il y a des personnes qui voulaient vendre l'euro USD et j'ai dit sur Twitter et sur le forum, je l'ai montré sur le forum, j'ai fait une analyse sur le forum que vous pouvez retrouver dans la file euro USD. J'ai dit hop, je pense que c'est prématuré pour toutes les raisons que j'indique actuellement. Il est fort probable que les prix reviennent, on était en dessous là, tester toujours ce fameux seuil des 1,1460 et plus probablement encore qu'il retrace au moins jusqu'à la Kijun-sen et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il n'y avait pas de signaux de vente hier, c'était totalement prématuré pour les raisons que je vais pas radoter, que vous pourrez lire sur le forum, que je tente de vous remontrer. Ah, mais là j'ai un petit bug, donc ça marche pas le forum. Donc là, maintenant, les prix ont atteint la Kijun-sen. Donc, est-ce qu'ils atteignent la Kijun-sen donc pour repartir à la conquête des 1,12 ou est-ce qu'il faut tenir compte du fait, est-ce qu'il n'est pas plus important de tenir compte du fait qu'ils ont repassé les prix, la borne haute de cet ancien range que je vous montre depuis le début pour repartir à la hausse. Il est extrêmement difficile de le savoir. Ça serait un petit peu faire du trading casino pile ou face. Techniquement, les deux scénarios se valent selon moi. On peut quand même malgré tout aller jeter un œil en mensuel puisque l'Ishimoku nous donne plusieurs possibilités. Et en mensuel, il est quand même très intéressant de constater que la Kijun-sen ne cède pas.
voyez, nous avons ici 1, 2, 3. Donc là, ici, nous avons les mèches que nous voyions tout à l'heure sur l'hebdomadaire, les doji. La livre turque élimine la possibilité de rebond dessinée par les doji ici, puisque vous savez que ce genre de situation est bien plus importante que l'analyse technique. Les prix réagissent à la situation géopolitique entre cette histoire de Pasteur. Donc là, les prix n'ont pas réussi, ils la franchissent en séance, mais nous ne sommes que le 21 août et je pense que la clôture mensuelle sera vraiment importante. C'est-à-dire que si en clôture mensuelle, les prix n'ont pas franchi la Kijun-sen, moi, franchement, je vais pencher pour la probabilité du rebond. Et de nouveau, je vais avoir en ligne de mire, d'abord ici les 1,21, puis les 1,21,65, ça c'est des gros seuils, les 1,22,45, puis les 1,25, puis les 1,27. Tel est mon point de vue. Mais ce n'est pas parce que c'est mon point de vue que c'est celui qu'il faut trader. Donc, j'opte quand même pour le scénario haussier pour toutes les raisons. Vous voyez, ce n'est pas qu'un biais, j'ai des arguments quand même pour le déterminer. Donc maintenant, nous allons aller voir sur le H4. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, dans ce genre de situation, donc ici, nous avons l'ancienne borne haute du range hebdomadaire, vous voyez, qu'on a tracé ici. C'est sympa parce que cette ancienne borne haute, c'est magnifique techniquement en même temps, et passionnant, parce que c'est vraiment au niveau de l'analyse technique, là on est sur du lourd. Cette borne haute de cet ancien range hebdomadaire semble vouloir faire pivot d'un probable range à venir. Ici, le nuage n'a pas encore twisté, mais ça va pas tarder. Puis même s'il ne twiste pas vraiment, il ne faut pas être dogmatique en trading. Donc la probabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, après cette telle baisse et ce rebond, pour que les prix fassent du range avant de se décider de le casser par le haut, à ce moment-là, en allant dans le sens de mon biais, c'est-à-dire haussier, ou qu'il le casse par le bas, et à ce moment-là, j'abandonnerai mon biais pour aller viser les 1,12, comme tout le monde, je pense que c'est peut-être ça le meilleur plan. Alors là, c'est un peu prématuré pour tracer le range. Nous avons un point qui pourrait être un premier point de contact en bas, mais il serait intéressant d'identifier au minimum un point de contact en haut, puisque vous savez que normalement, pour délimiter un range, il faut à minima 2 points de contact en bas, 2 points de contact en haut. Mais nous, avec Ishimoku, nous sommes capables de le faire avant, grâce au twist du nuage. Tout cela, si vous savez vous servir d'Ishimoku, vous le connaissez par cœur. Donc, je dis que lorsque nous n'avons pas la possibilité de nous appuyer sur des repères offerts par les prix, j'insiste, uniquement, exclusivement quand nous n'avons pas cette possibilité, seulement et uniquement à ce moment-là, il est possible de céder de l'outil Fibonacci, parce que sinon, ce n'est pas fiable, il vaut mieux s'appuyer sur ce que nous indiquent les prix. Pour tracer l'éventuelle borne haute d'un range qui n'est pas encore très clair ou basse, on part du point le plus bas, on aligne le plat SSB, voilà, qui correspond à l'ancienne borne haute, vous voyez, sur le niveau de 50%, et nous avons ici la probable borne haute du range dont je vous parle, qui monte quand même jusqu'à 1,16 et des poussières. Donc maintenant que nous avons fait cela, pour le moment on est dans de la science-fiction, vous voyez, on est dans de l'anticipation, c'est un peu trop anticipé. Ce n'est pas tradable, on a le temps, on n'est pas pressé, en même temps on n'est pas au pit pour trader, on a d'autres choses à faire que l'euro USD, ou voire ne pas trader du tout, ce qui est aussi un très bon investissement, en attendant d'avoir des opportunités fiables. Donc, si mon scénario, cette hypothèse se produit, les prix iront plus ou moins chercher ces niveaux de prix. Vous voyez, c'est ce qui serait pas étonnant puisque nous avions ici un ancien support qui est devenu une résistance. Donc, c'est un bon point à aller chercher. Les prix ont accéléré, vous voyez, on a une accélération dans un sens, une accélération dans l'autre dès que la tempête c'est pas un verre d'eau, mais dans la tempête Trump-Erdogan, livre turc se calme, exposition des banques européennes à la livre turque, au défaut de paiement des Turcs. Là, moi, mon hypothèse ici et maintenant, les prix sont en surachat, trop éloignés de la Tenkan-sen. Vous savez que quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, c'est du surachat. Mon hypothèse ici et maintenant, c'est que les prix reviennent tester ce niveau des 1,1461, qui reste ce niveau. Vous avez tous compris pourquoi si vous avez suivi mon webinaire depuis le début. Il y a des gens qui arrivent en retard, mais je ne peux pas répéter. C'est important ce niveau. Extrêmement important. C'est le pivot. C'est le point central important qui va déterminer la suite. Et à partir du moment où les prix vont revenir tester ce niveau, si les chandeliers, là nous sommes sur du H4, si les chandeliers de retournement, donc la semaine prochaine, puisque là d'ici à la fin de cette semaine peut-être, mais avec Jackson Hole c'est pas facile, peut-être aujourd'hui, qui sait, si les prix reviennent tester ce niveau et dessinent des structures de retournement,
nous pourrions être devant la possibilité d'un achat pour viser la borne haute de ce probable range, ou en tout cas, on est à 1,1622, on va dire les 1,16, le chiffre rond. D'ailleurs, pour l'anecdote, je dis toujours qu'il faut se méfier des 1,16, et d'ailleurs, vous m'avez tiré les oreilles, vous avez bien fait, le trade que j'ai perdu sur Euro-USD, parce que là, je serais en gain, vous voyez, si je n'avais pas perdu mon trade, puisque j'avais un stop. C'est incroyable, j'avais un stop à 1,1307 et les prix au plus bas sont allés chercher les 1,1302. C'est-à-dire que un demi-pip, pour un demi-pip, j'ai perdu mon trade. Bon, ça m'a un petit peu fait enrager, mais en même temps, comme quoi, dans le trading, il n'y a pas que du hasard, ou il n'y a pas de hasard. On respecte les chiffres ronds, on sait que les prix en général vont chercher les chiffres ronds, ou s'arrêtent au niveau des chiffres ronds, donc mettre un stop à 1,1307, c'est tout simplement stupide. Donc, c'est presque tant pis pour moi si j'ai perdu ce trade à 0,5 pip. Je peux pas dire oh la malchance. Non, c'est pas une question de malchance, c'est une question de mauvaise appréciation. Donc voilà pour Euro USD. Donc a priori, donc voilà. Donc est-ce qu'il les points à surveiller? La Kijun mensuelle ne doit pas céder d'ici à la clôture mensuelle. Ce pivot extrême là de 1,1464 qui est l'ancienne borne haute du range hebdomadaire dont je parle depuis des lustres est extrêmement important. Si les prix redescendent au-delà de ce niveau, probablement qu'ils iront chercher les 1,12. Par contre, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, la possibilité de retourner chercher les 1,20 et les 1,25 est importante. Donc soit on a la patience d'attendre pour entrer en swing trading, et c'est là où je vais répondre aux différentes questions, pour entrer en swing trading à la clôture mensuelle, hein, on achète la clôture mensuelle, on met un stop sous la mèche et on va chercher les 1,25. C'est du swing trading. Soit on a la patience d'attendre que les prix reviennent tester ici la zone d'équilibre de ce probable range, je dis bien probable range en extrême anticipation, grâce à ce que dessine ici le nuage. Et à ce moment-là, on va chercher le niveau des 1,16. Soit on fait ni l'un ni l'autre, on attend de voir, on est patient, on laisse passer Jackson Hole. Et si les prix ici dessinent des chandeliers de retournement avec des soulèvements, on vend pour revenir chercher la zone d'équilibre puis la borne basse. S'ils dessinent ici des chandeliers de retournement avec des ressauts, on achète pour aller chercher la zone d'équilibre et enfin j'achète puisque je ne donne pas de signaux et de conseils en investissement. Ce n'est que mon plan en tant qu'utilisateur Ishimoku puis la borne opposée du range. Soit les prix cassent le range par le haut, on attend un repli, un throwback, et à ce moment-là, on entre en position avec un bon stop, puisque c'est du swing trading. Vous savez que si on a 300 pips de stop, ou qu'on en a 10, on perd la même chose, puisqu'on ne risque jamais plus de 1% de son capital. Ne faut pas l'oublier, ça, les gens ont peur des stops larges, mais parce que ils n'ont pas compris que c'est pas une question de pips, mais c'est une question de pourcentage. Et à ce moment-là, à partir de là, on repart chercher les 1,25. Soit les prix cassent ici les 1,13, c'est un peu plus compliqué parce que le seuil suivant, c'est les 1,12. Il faut qu'ils offrent un repli, un pullback, et qu'avec le money management, le ratio, avec là où on va fixer le stop et notre point d'entrée, nous donne un minimum de 2 pour 1 pour aller chercher les 1,12. Donc je crois que c'est quand même extrêmement clair. Pour les gens maintenant qui veulent faire du trading un peu plus court terme, vous voyez, c'est de la pure analyse technique. Hein, c'est vraiment, c'est là, si on a compris Ishimoku, c'est un régal cet euro USD. Pour les gens qui veulent trader à plus court terme, forcément, puisque nous sommes dans la phase ascendante du probable range H4 que je viens de vous montrer, nous avons une tendance qui s'exprime sur les unités de temps inférieures. C'est normal. La tendance qui conduit les prix du bas, avec cette pénétrante, vers le probable haut. Donc je voulais regarder si il était possible de tracer un beau canal, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Et s'il était possible de s'appuyer sur la Kijun-sen pour trader, bon, mais là c'est râpé. Par contre, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire à beaucoup plus court terme? Il est possible de faire ceci. Regardez, ça marche assez bien. Pour aller prendre quelques points, on n'est pas obligé d'aller chercher le haut du range. Hein, vous voyez, dans la montée, soit les prix, ils montent en tendance en s'appuyant sur la Kijun-sen, soit ils cassent, ils dérivent, ils cassent, ils dérivent, etc., etc. Puisque ce qui est vrai sur les unités de temps supérieures, est forcément vrai aussi sur les unités de temps inférieures. Donc si les prix cassent ici, regardez ce range en 5 minutes, la probabilité pour qu'ils reviennent chercher le plat SSB H4 ici, qui est ici là où il y a ma souris, est important. On peut aussi viser des objectifs beaucoup plus modestes. Hein. Et par contre, si les prix cassent ce range par le haut, après throwback, la probabilité pour qu'ils aillent chercher la borne haute est importante. Si on veut trader à beaucoup plus court terme et qu'on ne veut pas aller chercher la borne haute qui se trouve ici, nous avons des objectifs ici, vous voyez. Donc ici, 1,1532 est un objectif. L'objectif suivant, c'est ce plat SSB qui est ici, à 1,1565. Vous voyez, on ne peut pas être plus... voilà.
Alors, là, je pense que j'ai à la fois répondu à Nadège en faisant cette analyse technique, j'ai à la fois répondu à un des Alain qui me demandait si on pouvait entrer sur repli en H4 ou en daily pour aller chercher des objectifs. Bon, mais voilà, j'ai répondu comment est-ce qu'on pouvait faire en swing, en intraday et en moyen terme. Et par contre, il y a un autre Alain qui lui est entré en position. Alors cette ligne noire, il faut pas la perdre, elle est d'extrême importance parce que, et alors c'est pour ça que j'insistais au début, en traçant les Fibonacci, il a tracé ce range. Alors, je disais tout à l'heure que pour tracer un range, on s'appuie sur les prix. Ici, nous avons bien un point bas et ici, nous avons bien un point haut. En général, si on a deux points hauts ou des points hauts sur le même niveau, c'est encore plus facile. Donc dans ce cas-là, en aucun cas, on utilise les Fibonacci pour tracer le range. On utilise toujours les prix. Mais Alain semble avoir utilisé les Fibonacci et donc nous allons voir, il a pris donc la mèche qui est ici, il a aligné le niveau de 50% sur la SSB et son range est bien tracé, donc on ne tient pas compte des mèches. Donc ici on voit bien que nous avons le point de clôture de ce chandelier, le point de clôture. Donc même en utilisant le Fibonacci, en l'alignant sur la SSB qui est ici, son range est bien tracé. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y avait la possibilité de le tracer ici. C'est pas mal. C'est une autre opportunité qui anticipe un petit peu sur tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il part. Là, c'est pas mal. Pourquoi ne pas le faire dans le pire des cas, on perd notre trade et si on a un bon money management, perdre un trade, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'accord. Alain, qui est là, l'autre Alain, me dit que la ligne est celle de mon achat perdu par ton stop. Bon, bref, de toute façon, on a compris le truc. Perdu par mon stop à 1,14, absolument. Donc cet autre Alain a acheté ici cette configuration et c'est pas une mauvaise idée. Moi, je serais un petit peu plus patient, malgré le fait que là, on obtient un excellent ratio en le faisant dès maintenant, et j'opterais plutôt pour les signaux dans le range à venir dans le H4. Mais c'est pas mal aussi. Effectivement, ici à 1 12,98, bon, parce que la moindre mèche, à 1,13, j'ai perdu. Donc, est-ce qu'on pouvait acheter? Bon, ben voilà, de toute façon, Alain, j'ai répondu. Donc, soit on achète maintenant. Ça, c'est pas vraiment un marteau, hein, parce que la taille de, il faut respecter la structure morphologique des marteaux. La taille du chandelier ne fait pas deux fois la mèche. Donc bon, si ce chandelier se clôture vendredi soir, nous avons ici une belle étoile du matin. Mais il n'est pas encore clôturé, c'est un peu compliqué. Pourquoi pas? Mais moi, j'aurais pas acheté. J'aurais attendu les plans que j'ai montrés précédemment. Je pense avoir été extrêmement clair dans mon analyse de l'euro USD. Alors, on me demande si je suis à l'achat. Je comprends, hein, Raphaël. Pour le moment, alors Raphaël, pour le moment, il vaut mieux sans doute rester en dehors de l'euro USD. Oui, tout à fait, tout à fait. Pourrais-tu me donner ton avis sur mon plan de trading sur le forum Euro-USD, Kevin? Je regarderai plus tard. Là, je l'ai pas regardé. C'est pour ça que j'invite à envoyer un mail avant de les revues de marché. Mais bref, je regarderai ton plan. Mais voilà le plan quand même global sur l'Euro-USD. Alors, on va passer à autre chose. On va pas passer la matinée sur l'Euro-USD. J'y ai déjà passé quasiment 30 minutes. Je suis désolé. Il faut que je reprenne mes marques. C'était un petit peu long. USD-CAD. USD-CAD. Jean Matisse. Alors Jean ou Matisse, c'est toujours difficile de savoir quand il y a un prénom et un nom qui ressemble à un prénom. Est-ce que Jean Matisse s'appelle Jean ou est-ce qu'il s'appelle Matisse? Je ne sais pas. Alors Jean ou Matisse, l'USD-CAD par rapport à ce qu'écrivait Anthony hier sur le forum et auquel j'ai répondu sur Twitter. Mais alors je me rappelle plus ce que j'ai répondu parce que je ne me souviens pas de tout ce que je réponds. Donc là, ici, nous avons un nuage qui est à l'horizontale. Nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Donc nous avons ici une grande dérive latérale. Les prix sont partis du bas et sont dans leur phase ascendante. Donc je dirais que USD CAD, c'est compliqué le CAD parce que c'est du pétrole. Ça aussi c'est très réactif. Il y a une réunion de l'OPEP aujourd'hui, c'est très réactif à la politique pétrolière, à la géopolitique aussi, au conflit au Moyen-Orient, etc. Si les prix reviennent tester ici les 1,29 ou les 1,30, il y a possibilité, si on reste au-dessus de cette ESSB, de s'appuyer dessus pour acheter avec un stop en dessous et viser le haut de ce rectangle.
à moyen terme, avec des seuils intermédiaires, hein, tels que vous connaissez, comme on les utilise avec Ishimoku. Regardez d'ailleurs, c'est chirurgical. Ici, nous avons une Kijun en extension, pim-poim, au point près. Les prix ne passent pas. Et en même temps, c'est normal puisqu'ils doivent retracer de toute cette hausse de 50%, c'est-à-dire sur la Kijun qui est ici. Donc nous pourrions, par exemple, matérialiser cette Kijun par un trait, comme ça, basculer sur les unités de temps inférieures. Donc là, maintenant, je vais aller plus vite. Hein. Bon, là, il y a plein de traits, donc on ne sait pas quel est le trait que je viens de tracer. On va imaginer que c'est celui-ci, il va bien. Et d'ailleurs, il correspond plus ou moins à la borne basse d'un autre range que vous voyez ici, la boîte dans la boîte de la boîte. Tac, bon, ça a rebondi ici, mais pourtant la borne basse est plutôt là, je dirais. Donc on va enlever cette droite qui est là. Paf, bon, peut-être un peu plus haut, peu importe. Donc si là, ici, on est vraiment dans le ventre mou du range, il n'y a rien à faire. Hein. Fallait vendre ici. Là, c'était vendable, vous savez. Les fameuses tendances à l'intérieur des ranges. Les fameuses tendances à l'intérieur des ranges. Donc là, nous avions ici un chandelier de retournement, une sorte de doji, de porteur d'eau. Donc ici, il était possible de vendre pour revenir chercher le bas du range qui est ici, ou en tout cas les points bas qui sont ici. Ça, c'était tout à fait possible. Puisque on casse la zone d'équilibre, on se replie sur on se replie sous la zone d'équilibre, mais sur la borne basse de la tendance qui conduit du haut vers le bas du range, on vend, et ça c'est une des techniques de trading à l'intérieur des ranges, de suivi de tendance à l'intérieur des ranges. Mais ici et maintenant, selon moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va quand même aller basculer sur le H4, il faut attendre que les prix reviennent tester des supports. Pour le moment, s'ils sont ni sur support ni sur résistance, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va regarder ce que l'on voit sur du H4, l'USD CAD. H4, tiens, nouveau twist ici. D'ailleurs, le ProScreener qui détecte les twists a dû Donc il y a des boîtes dans la boîte de la boîte de la boîte, les fameuses poupées russes. Donc là, on peut le tracer comme ça. Attention, attention, ce que je répète souvent, lorsque les prix arrivent sur une borne basse de range, et que le marché voit qu'il y a un autre support juste en dessous, en général, il va le chercher. Donc là, par exemple, on a un plan de trading en intraday, vous voyez. Si les prix cassent ici le niveau des 1,30, probablement iront-ils chercher le niveau des 1,2965. On peut faire ça sur du 15 minutes s'il n'y a pas de survente. Là, actuellement, il y a de la survente. A contrario, si les prix dessinent des chandeliers de retournement ici, comme ceux que nous voyons ici, par exemple un avalement, ici nous avons un avalement, avec une mèche basse dessous, à ce moment-là, on peut acheter pour revenir chercher les 1,3068, puis les 1,3090, puis la borne haute de ce range. D'accord? C'est assez simple. Là, j'ai pas besoin d'y passer 3 heures. Toute personne qui maîtrise un tant soit peu l'Ishimoku peut faire ce plan de trading two finger in the noise. Alors, nous avons maintenant une demande de Sylvie sur l'action Ipsen. Alors, je ne connais pas l'action Ipsen, je ne connais pas cette société. Euronext, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas quel est le secteur. Et donc Sylvie me fait remarquer par le mail, lors de sa demande, c'est joli ça, d'analyse, que l'action Ipsen a cassé ses derniers plus hauts, ce qui est tout à fait juste. Et là, nous sommes dans une magnifique phase tendancielle. Là, nous venons de voir que des ranges, regardez comme la tendance est belle. Je ne connais pas le secteur d'activité de cette société. Je regarde comment elle cote, 147, 143, ok, on peut rentrer dedans. Et donc, elle a cassé ses plus hauts. Donc, j'imagine, Sylvie, que tu es soit en position, donc a priori, quand on casse en phase tendancielle, on casse des plus hauts, bon, ben, on y reste, a priori. Sauf si on a des gros chandeliers de retournement qui se présentent, mais ça a été le cas ici. Et les chandeliers de retournement nous indiquent un affaiblissement de la tendance ou une rotation dans un range, mais nous ne donnent pas d'objectif. Donc, l'objectif a été clairement la Kijun-sen. À part quelques exceptions ici et là, la Kijun-sen semble soutenir cette tendance. Donc si les prix reviennent ici sur la Kijun-sen et ils font un soulèvement, c'est-à-dire qu'ils ne la cassent pas, qu'ils se maintiennent au-dessus, ben peut-être qu'on va aller valider sur les unités de temps supérieures, bien évidemment. Nous aurions un signal de vente pour continuer à rester dans le sens de la tendance. Si tu es déjà dedans, à moins que ce soit un marubosu de fin de tendance, il n'y a pas de raison de sortir, a priori, même si on est en surachat, mais il semblerait que ce soit une action qui est tout le temps en surachat, de toute façon, quand on est en tendance, et qu'on n'arrête pas de casser de nouveaux plus hauts en tendance, on est tout le temps en surachat. Tiens, cette configuration qui est ici ressemble à celle-ci, cassure de plus haut, retracement, on reprend la hausse, cassure de plus haut, retracement, on reprend la hausse. Donc a priori, on devrait reprendre la hausse. Donc maintenant, la question est de savoir si ce signal est valide, si on peut rentrer en position soit avec cette cassure qui ne se fait pas très éloignée de la Tenkan-sen, soit après repli. Donc pour le savoir, on va regarder sur l'unité de temps immédiatement supérieure, hebdomadaire.
L'hebdomadaire ne nous délivre pas d'informations, si ce n'est que, attention, cet écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen signifie aussi du surachat. C'est-à-dire que ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est un petit peu suracheté. Alors, est-ce qu'il est encore temps d'acheter? Je ne sais pas. Nous n'avons pas d'informations sur lesquelles nous appuyer pour fixer une cible ou pour voir si les prix vont se retourner. Donc, on va voir sur le mensuel. Et en allant voir sur le mensuel, on voit quoi? On voit que nous sommes sur une action, un secteur d'activité où les prix cassent sans cesse des plus hauts historiques et donc nous n'avons plus de repères. Donc lorsque nous n'avons plus de repères, qu'est-ce que l'on fait? Les extensions de Fibonacci. On prend le plus bas qui est ici, on va chercher le plus haut, qui lui-même va chercher le plus bas ici, et nous avons nos objectifs. Et on s'aperçoit qu'actuellement, ici et maintenant, les prix sont pile poil en train de travailler l'extension de Fibonacci 62%. Le tout en surachat. Donc ce n'est pas le moment d'acheter. On n'achète pas sous une résistance, étant donné qu'il n'y a pas d'autres repères, qu'ils soient chartistes ou Ishimoku ou quoi que ce soit. Le marché utilise beaucoup ces extensions de Fibonacci. Ce n'est que si l'on casse cette extension de Fibonacci et après repli, on va retourner voir notre daily, qu'à ce moment-là, nous pourrons rentrer en position. Et les prix se sont arrêtés pile poil, ils ont cassé ici. Et comme par hasard, ils se sont arrêtés pile poil sur cette extension de Fibonacci. On peut remarquer aussi, dans le cas où on ait un doute, que j'ai parfaitement bien tracé ces extensions de Fibonacci puisqu'elles réagissent systématiquement. Regardez ici les prix. Résistance, support, pim, résistance, support, résistance avec un magnifique doji, presque support. On casse ici en force, là il se passe rien, on revient tester l'extension de Fibonacci, résistance, extension de Fibonacci. Donc on va pas s'amuser à rentrer maintenant. Il faut soit attendre que cette extension de Fibonacci casse, à ce moment-là on sera en surachat, il faut attendre un pullback, un repli, un throwback, pardon. Et vendre, non, encaisser des bénéfices, pourquoi pas? Si on a pris toute cette hausse, là on a acheté à 138,30, on a atteint les 147, c'est quand même un beau bénéfice. Ça dépend sur quel horizon de temps tu investis sur les actions, si c'est à très long terme ou à moyen terme. Voilà pour Ipsen. J'ai fait le tour des questions, donc maintenant je vais regarder si vous en avez. C'est pour savoir, Sylvie, tu es là. Bonjour Sylvie. C'est pour savoir si je peux renforcer ma position. Alors, on ne renforce pas, selon moi. Je n'ai pas la science infuse. On ne renforce pas, on ne pyramidalise pas, on ne pyramide pas, je ne sais pas comment on dit, une position après cassure. Mais plutôt après repli. C'est-à-dire que là, tu vois, paf, cassure. Là, les prix reprennent la Kijun-sen, tu peux pyramider. Pam, ici, nous avons une étoile du matin sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance, tu peux pyramider. Ici, bon, soit tu pyramides plus rien du tout, parce qu'un doji ici sur extension, ça va pas. Donc non, renforcer la position sous résistance, puisque cette extension de Fibonacci fait résistance, comme nous venons de le démontrer par le passé. Ce qui existe par le passé, en général, c'est récurrent et ça sert d'information pour le futur. Donc non, moi, je ne sais pas jusqu'où peut aller cette action. Quelle est sa limite, mais en tout cas là 61,8 ça commence à être pas mal, hein. Moi j'encaisserai des bénéfices plutôt, voilà. Mais je ne renforcerai pas la position. Éventuellement je la renforcerai si les prix la cassent, qu'ils font un throwback, qu'à ce moment-là la Kijun remonte, on s'appuie sur la Kijun, puis là on peut aller chercher les extensions de Fibonacci suivantes, il suffit de les programmer. Voilà Sylvie. Kevin nous demande s'il est toujours pertinent au vu de la géopolitique de reprendre pleinement une activité de trading à la rentrée de septembre lorsque les volumes devraient être de retour à la normale. Bah tu sais Kevin, si on s'arrête de trader pour des raisons géopolitiques, on ne trade plus parce que là depuis entre le Moyen-Orient, Trump, la Corée, la crise grecque, là on nous annonce que la Grèce est sauvée, mais sans nous expliquer que le peuple est affamé. La Turquie, on nous dit oui, c'est pas vraiment grave, mais on sait toujours que quand on nous dit que c'est pas grave, il faut se préparer à ce que ça le soit. Des problématiques géopolitiques, il y en a sans arrêt. Donc, par rapport à la période estivale, oui, en période estivale, vous avez vu que moi je trade quasiment pas. Mais oui, là, on peut commencer à retrader doucement. Après, tout dépend de ce que l'on fait. Il y a Jackson Hole aussi. Alors, les indices allemands et américains. Donc, est-ce que tu veux, Raphaël, que je les analyse sur CFD ou les futurs?
J'attends ta réponse. Ipsen, c'est pharmaceutique, nous dit Evelyne. Bah dis donc, ça cartonne ce truc. CFD. Ok, donc je vais quitter ProRealTime parce que vous savez que sur mon compte ProRealTime, moi ici, les indices, c'est les futurs. Je suis sur le point d'ouvrir un compte CFD, comme j'avais autrefois. Je vais en réouvrir un pour faire comme vous, parce que je me sens un peu seul à trader les futurs, puisque la grande majorité des traders particuliers, pour des raisons souvent de capital, il faut le capital qui va avec pour trader les futurs, ce que je comprends parfaitement bien. Je me rappelle plus comment on supprime les objets. Donc là, je suis sur un compte FXCM. Pim. De démonstration, hein, c'est un compte démo, donc j'ai pas, la plateforme n'est pas très jolie. Je retrouve c'est super, mes volumes tick, mes stochastiques, je suis très content. Donc on va analyser le SP500 puisque le SP500 est notre maître étalon. Je l'ai pas à l'écran ici. Bon, on va pas, parce que là si je mets SP500, je sais plus comment on fait. Faut aller le chercher, je sais plus où, je me rappelle plus, je ne me rappelle plus comment on utilise FXCM, donc tant pis pour le SP500. On va faire le Dow Jones, qui est sensiblement la même chose. Là, je suis sur du daily, j'ai pas fait exprès. Et qu'est-ce que me montre le daily? J'ai un nuage qui, après cette magnifique phase tendancielle ici à gauche, s'est mis totalement à l'horizontale, donc il est possible de tracer un rectangle. Alors on voit pas bien mes tracés, les couleurs, excusez-moi, j'ai pas paramétré, mais on va faire avec. Et au magie, que voit-on? On voit que les prix ici et maintenant sont pile poil sur la borne haute de cette grande dérive latérale. Alors, est-ce qu'ils vont la casser ou pas? Je n'en sais rien du tout, puisque si je le savais, je serais millionnaire, ou alors tout le monde le saurait et il n'y aurait plus de trading. Donc, on va tracer ici, alors on voit rien, excusez-moi. Du coup, je suis obligé de faire quelques manips, il faut que ma mémoire on oublie comment on utilise une plateforme. J'imagine que vous le voyez, le rectangle gris que j'ai tracé pour la dérive latérale. Donc c'est intéressant puisque nous étions dans la phase montante, vous voyez, repli sur la Kijun-sen en tendance. On peut acheter un repli sur la Kijun-sen en tendance à partir du moment où on sait où s'arrête la tendance. Là, les gens qui n'ont pas compris comment fonctionnent les tendances, souvent incrustés à l'intérieur des ranges, achètent les replis sur le niveau de 50% de Fibonacci, ici le plat Kijun, et ne comprennent pas pourquoi ça s'arrête juste au-dessus. Mais parce que il y a une borne haute de range juste au-dessus. Il y a des tendances dans les ranges. Ça, vous le savez par cœur. Donc, si les prix venaient à casser les 25 830, là, ils sont en fort surachat. Les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Les stochastiques ne nous montrent pas autre chose. Mais enfin, comme les actions américaines ne font que monter, quoi qu'il arrive, tout est possible. On peut envisager que malgré un fort surachat, malgré plusieurs jours consécutifs de hausse, donc nous avons eu une petite frayeur avec la livre turque. Et puis ici, tout semblerait, ils vont libérer le pasteur. Vous allez voir, tout ira bien. 25 790 points, 25 800 on va dire. La cible suivante est à 26 652. C'est pas difficile. Il faudra se méfier ici de cette pointe de SSA à 26 000. 25 992, 26 000. À 26 000 ici, donc on pourrait, je sais pas si je peux dupliquer, tac, voilà. C'est facile, on trace nos seuils et après soit on attend la cassure, mais alors là, c'est difficile de rentrer sur cassure en sachant qu'il y a une résistance. Ce sera confortable entre 26 000 et 26 600, selon moi. Maintenant, ça, c'est le scénario dans l'hypothèse où les prix viendraient à casser cette borne haute du range. Maintenant, s'ils font comme ici, regardez, ici, c'était pareil, on est monté, hop, couverture en nuage noir. En bas, nous avons ici un avalement. Ici, nous avons un marteau. Ici, nous avons un marteau. Donc les marteaux, c'est en bas. Mais si on a une étoile filante, une étoile du soir, un avalement baissier, une couverture en nuage noir, ou que sais-je encore comme structure de retournement, c'est prendre le risque d'aller contre quelque chose qui passe sa vie à monter, mais il n'est pas impossible de vendre avec un stop au-dessus de ce seuil, là, au-dessus de ce seuil pour aller chercher... déjà, si on va chercher les 25 000, ça sera déjà pas mal. Le seuil horizontal qui est ici. On voit pas très bien mon curseur, excusez-moi. À plus court terme, ça c'est pour l'analyse globale, générale, etc. Mais peut-être que tu aimes faire de l'intraday avec le Dow Jones. Donc, si tu aimes faire de l'intraday avec le Dow Jones, on est dans une situation similaire à celle d'Ipsen. On a bien un nuage qui nous montre bien la tendance.
La Kijun-sen se fait régulièrement transpercer, donc on s'appuie pas vraiment dessus. Mais là, maintenant, acheter les replis dans le sens de la tendance en sachant qu'on est arrivé sur la borne haute du rectangle, c'est un peu idiot. Là, les prix vont aller chercher les 25 800. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher les 25 800. Bon, je ne dis pas qu'il faut rentrer là maintenant pour prendre 10 points, mais je ne sais pas ce qui pourrait les en empêcher. À partir de là, si ça casse, alors bien évidemment, attention avec Jackson Hole, à partir de jeudi, ou les statistiques économiques du jour ou de demain, je crois qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui, que je n'ai pas encore regardé. Si les prix cassent ici, après throwback sur la Kijun qui s'entrelacerait dans une ligne de tendance, on peut entrer à l'achat pour aller chercher les 26 000. Hein, ou centaine par centaine, on est à 25 800, on va chercher les 25 900, puis ensuite les 26 000. A priori, si on casse les 25 800, je ne vois pas ce qui empêcherait les prix d'aller chercher les 26 000. Maintenant, en 15 minutes, c'est un petit peu difficile d'anticiper ce que je racontais sur le daily en cas de soulèvement au-dessus de la borne haute du range, mais par exemple en H4, si nous avons ici un chandelier qui fait une mèche haute, qui clôture à l'intérieur et qui dessine une structure de retournement, vendre pour aller chercher les 25 400, je disais les 25 500 avec un stop au-dessus, n'est pas stupide non plus. Mais ce serait aller contre un truc qui monte tout le temps. Donc peut-être que malgré... C'est pour ça, moi j'ai beaucoup de difficultés à trader au-delà du 5 minutes ou du scalping ou du 15 minutes, parce que je trouve que c'est tellement haut et suracheté que ça me fait super peur de l'acheter. Et en même temps, j'ose pas vendre quand il y a des signaux techniques de vente, parce que je me dis que ça ne fait que monter. Alors, maintenant que nous avons vu les talons, nous allons aller voir le DAX. Alors là, je suis sur du H4. Vous savez que peu importe... ça doit être des anciennes extensions. Je me rappelle plus comment on supprime. Ah oui, clic droit, enlever Fibonacci. D'ailleurs, c'est pas mal. C'est des anciennes extensions de Fibo que j'ai dû tracer je sais pas quand, ou des Fibo tout court. Bon, mais comme je sais pas ce que c'est, je vais les virer. En général, c'est pas mal de laisser ce qu'on a mis sur un graphique. Donc là, on est sur le CFD DAX. Bon, mais là, c'est pas compliqué. Et nous avons un support. Le nuage a baissé. Tac. Alors, attendez, il faut que je me souvienne comment fonctionne FXM. Et là, je peux paramètre par défaut, faire en sorte que ce soit le paramètre par défaut. Ok, comme ça, toutes mes droites seront épaisses. Donc, regardez, rebond sur le support. Ici, nous pourrions... Allez, on va changer pour ne pas tracer un rectangle. On va tracer une résistance. Pam, ouais. Et les prix, voilà. Marteau, étoile du matin, je vais chercher le haut. Avalement, je vais chercher le bas. Soulèvement, Arami, je sais pas quoi, étoile du matin, je pars chercher le haut. Partiront-ils chercher le haut? Oui, si et uniquement si le SP500 n'est pas au même moment sous résistance en train de refluer sur la résistance. Il faudra aller regarder ce que fait le SP500. Si le SP500 n'a pas de résistance au-dessus de lui immédiate et qu'il continue sa poussée, a priori, sauf crise bancaire en Turquie, le DAX continuera à monter lui aussi. Ici et maintenant, parce que la question, c'est bien de dire, voilà, ici et maintenant, les prix sont sous résistance, regarde. Résistance, résistance, support devenu résistance, prix travaillé, résistance, résistance, c'est les fameux 12 400 qui correspondent aux 25 800 sur le... Dow Jones, on est en net surachat, donc je verrai bien ici un chandelier de retournement du type celui-ci, avalement, avec mèche haute, qui nous renvoie chercher des objectifs un peu plus bas, peut-être la Kijun-sen ici à 12 200. Donc c'est très haussier, mais ça doit respirer. Par contre, si ça casse ici, à court terme, on peut aller chercher le niveau suivant, si on veut pas trader tout le range. Si on casse ici, je ne sais pas sur quelle unité de temps tu trades, tu vois. Mais par exemple, on peut, c'est comme ça qu'on prépare des plans de trading. On peut, voilà, je regarde, voilà, là, on a, ici, nous avons un plat qui jaune, un plat SSB. Donc maintenant que j'ai tracé mes seuils, je vais sur du 5 minutes. Moi, le DAX, j'aime bien le trader sur des unités de temps très courtes pour les raisons évoquées. Attention, surachat extrême. La Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen. Voilà, donc j'ai tracé mes seuils. Bon, ben déjà ici, je peux même faire du beaucoup plus court terme. Voilà. Si on casse le niveau des 12 400, on ira chercher probablement les 12 410. D'accord? Au-dessus des 12 410, si on casse les 12 410, après throwback, on va chercher le niveau des 12 450. Le trait que j'ai tracé immédiatement au-dessus sur le H4. Donc voilà un petit peu pour le DAX.
Je vais faire un dernier petit tour sur le Forex. Je suis très long aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes encore là, peut-être que tout le monde est parti. C'est toujours ma hantise quand je fais des webinaires. Donc je vais jeter un œil rapidos. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va exécuter un ProScreener. Un seul pour aujourd'hui. ProScreener. On va exécuter le 0,3. Le 0,3, c'est celui qui va chercher les replis sur la Kijun-sen en phase tendancielle. On va se mettre sur du H4. On va le mettre sur les actions du CAC 40 et sur le Forex. C'est parti, sur tout le Forex. En H4, SEC, la monnaie suédoise JPI, on s'en fout, mais enfin on peut regarder quand même, vous voyez. Bon, aucun intérêt. Vinci, tiens, je sais Sylvie que tu étais en train de trader Vinci. Vinci, alors on va décaler le ProScreener, on va voir avec ce qu'il nous trouve, ce qu'il est possible de faire. Vous voyez, donc les chandeliers précédents, il a bien trouvé comme quoi, là il doit y avoir un support, c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas trader cette tendance. On va aller regarder sur le journalier. Bon, les prix ont parfaitement bien rebondi avec cet avalement ici sur ce support. Et la probabilité pour qu'ils aillent chercher maintenant les 83,68 est importante. D'accord? Bon, ça nous dit pas grand-chose en H4. On va aller regarder en daily. Je ne sais pas, il y a des gens qui ne peuvent trader que le soir ou le matin. En daily, le ProScreener, il voit AUD, SGD et Renault. Donc Renault. Renault, nous sommes bien regardés dans une phase tendancielle baissière. Nous avons bien un repli de 50% de toute la baisse sur la Kijun-sen ici. La question est de savoir si on peut encore rentrer à la vente sur Renault pour aller chercher de nouveaux plus bas. Donc on va prendre le graphique hebdomadaire. On s'aperçoit que c'est pas si simple parce que les prix sont, regardez, on a des chandeliers de retournement ici, on a un support ici, donc on ne peut plus trader la tendance. C'est trop tard. On est arrivé sur un trop gros support qui est probablement la borne basse d'un range, vous voyez, avec la zone d'équilibre ici et le haut qui est ici. Donc probablement que nous avons, après il faut étudier le secteur automobile et Renault particulier, mais techniquement probablement que nous avons un signal d'achat ici. Donc on va aller maintenant regarder sur du H1 pour l'intraday. Sur du H1. Pim, H1. Il n'y a rien. On va regarder sur du 15 minutes. Il n'y a pas de repli en phase tendancielle sur la Kijun-sen en H1, nulle part. Et sur du 15 minutes non plus. Donc pour finir, on va regarder celui sur les chandeliers japonais. Paf, parce que celui-là il est pas mal. En H1, aucun marché n'a été sélectionné. Ok. Donc on va lui dire que le Forex pour aller plus vite. Crypto, Forex. Pam, H1. Donc en H1, donc là je cherche quoi? Je cherche une configuration de structure de retournement avec stochastiques en survente ou en surachat. Là il me montre des doji. On va voir sur AUD NZD. Donc on a bien eu un doji sur le... Bon mais là il est mal placé le doji, il faudrait qu'il soit en haut. On est bien en zone de surachat. Mais ceci nous dit, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de vente ici contre cette tendance sur le H1? Donc pour le savoir, c'est comme ça qu'on les utilise et qu'on trouve des plans de trading. Pour le savoir, je bascule rapidement en H4 et je regarde ce qui se passe sur le H4. Je vois pas pourquoi la hausse s'arrêterait là maintenant tout de suite sur le H4 malgré le... Oui, nous sommes effectivement ici sous une résistance. Alors maintenant, je rebascule sur le H1. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cible. Effectivement, ici, si nous avions des structures de retournement qui se confirment, on pourrait, bon, mais franchement, ça n'a pas un grand intérêt. Donc, on va aller chercher pour finir sur H4, par exemple. On peut faire manuellement, on peut utiliser les screeners. Vous savez qu'il y en a deux autres pour trader les ranges. Tout est un petit peu en range. GBP, JPY. Il voit un doji avec les stochastiques en surachat ici. Donc, est-ce que cela peut nous permettre de vendre ce seuil? On va le matérialiser. Ah oui, on va plus rien voir. Donc on va aller voir en daily. Tac, je vais vite. En daily, on ne peut pas s'appuyer sur une Tenkan-sen malgré la survente. Ne me paraît pas être d'une pertinence extraordinaire. Ce serait une Kijun, une SSB, je veux bien. C'est plutôt haussier, donc non, c'est pas intéressant. Donc là, a priori, ce qu'il faut chercher, c'est des ranges. Il y a des ranges, à mon avis, il y en a partout, ou du trading de court terme. Voilà pour cette revue de marché de reprise. Ah, le SP500, tu tapes SPX500. Alors, je vais aller voir pour le SP500, comme ça sera plus clair. SPX500.
Et là, je l'ai, ça y est, c'est ça le SP500? Non, c'est quoi ça? Entrée peut-être? Non, je devais y être. SPX 500. Et j'ai le graphe. Le problème, c'est que je suis pas sûr, parce que comme je suis sur un compte démo, je suis limité à 20 actifs. Où est-ce qu'on voit? Et là, je suis toujours, ça marche pas, tu vois. Paramètres incorrects. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'espère que cette revue de marché de reprise vous a plu, qu'elle vous a permis de revenir dans le bain. Euro-USD est passionnant. Alors Kevin, en parlant des proscreeners, je t'ai envoyé un mail concernant l'évolution de mes recherches pour permettre aux utilisateurs FXM d'utiliser des proscreeners ou du moins le paramétrage de ceux-ci. Merci pour cette revue de marché, au plaisir. J'ai vu ton mail, Kevin, je vais te répondre. C'est très gentil. Merci à tous, j'espère que ça vous a été utile. Il faut patienter, des opportunités vont arriver. Voyons le DAX sur du très très court terme. On va le faire sur le CFD. Le DAX sur du très court... Ah oui, ben voilà. Là, on a une opportunité, vous voyez, on se met en 1 minute et il y a des points à gratter en scalping là dans ce genre de configuration. Voilà. Donc là, il faut bien se mettre au niveau des plus hauts. Vous voyez, ça passe pas. Si ça passe ici, ça peut partir très vite chercher 10 points. Hein. En général, c'est ce que ça fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci Angèle, merci Sylvie, pardon, Jean-Claude. Donc je vais ensuite mettre ça sur YouTube. Vous pouvez mettre des petits likes, etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça contribue au référencement de la vidéo. Et puis en parler aussi sur Twitter, retweeter sur Facebook, etc. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Et je vous dis dans la journée, dans les jours qui viennent, etc. Méfiance avec Jackson Hole en fin de semaine. J'ai presque envie de faire un scalp en direct ici, là, mais bon, ça ne veut pas casser. Donc, je vous dis à bientôt. Arrêtez l'enregistrement.